Ok. Vous m'entendez? Donc bonjour. Je voudrais d'abord remercier l'organisation, te remercier Claude pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de sujets de recherche qui m'intéressent depuis une quinzaine d'années, disons, et de développement actuel que je peux réaliser autour de cette question de l'économie de la science. Je vais vous présenter des travaux qui sont conduits en collaboration avec des personnes au sein d'institutions qui sont l'Observatoire des sciences et techniques de Paris, donc Ghislaine Filiatro et Agénor Lahat, et au sein d'un laboratoire d'économie situé à Bordeaux qui s'appelle le GRETA, donc Valerio Sterzi et Marianne Lanoé, qui est ma doctorante. Donc ça donne peut-être une indication de la manière dont je prends le problème, c'est-à-dire, ou ce que j'essaie de construire, c'est-à-dire à l'intermédiaire entre l'analyse économique et la scientométrie. Et je pense que ça donne une indication du point de vue, donc peut-être un point de vue un petit peu plus sec, plus organisé sur les mesures et les analyses formelles, par rapport aux questionnements qui sont les vôtres, mais je pense que un point de vue un peu différent, c'est ce qui était recherché à travers ma présentation aujourd'hui. Alors, je vais peut-être faire d'abord un petit chapeau sur ce qu'est l'économie de la science. Ça m'a ramené à disons, mes premiers développements. Je crois qu'il faut d'abord vous dire que l'économie de la science a des racines, je dirais, mertoniennes, au sens de Merton, le père, le sociologue, qui, d'une certaine manière, avait apporté des concepts assez précis et intéressants pour les économistes, en tout cas à leur origine. Ça nous a permis, à une certaine époque, de bien comprendre le mécanisme de la science académique. D'une certaine manière, la recherche académique, c'est une institution qui procure une forme de vérification et de certification des connaissances par les pairs. C'est le peer review, qui permet d'attester de la validité des connaissances scientifiques qui sont produites. Et elle a cette originalité d'attribuer une propriété morale des connaissances produites et attribuées aux personnes qui les ont réalisées. Et c'était découvert par Robert Merton à travers la notion de priorité. Il avait noté qu'effectivement, les chercheurs académiques, les professeurs, étaient très attachés à la question de la priorité dans la science. Et il en a conclu qu'effectivement, c'était associé à cette question de la propriété morale sur ces connaissances. Alors, pourquoi c'est un système intéressant du point de vue des économistes? C'est parce que, au fond, ça apporte une solution institutionnelle particulièrement pertinente face aux défaillances de marché associées à la production de connaissances, qui est un bien non rival. Par conséquent, on sait que le marché est inefficient dans ce contexte, alors que le système académique dans son ensemble, qu'on pourrait associer à un marché des idées, un marché sans prix, pour reprendre la terminologie de Stigler dans les années 60, reprise aussi par Ronald Coase dans les années 70, la notion de marché des idées. Donc pourquoi c'est efficace? C'est bien parce que les chercheurs sont incités à réaliser des efforts et à divulguer les connaissances produites de manière à attester de leur priorité et de leur propriété morale sur ces idées. Et on peut rajouter à cela que les chercheurs sont aussi incités à produire des connaissances qui seront utilisées plus tard par d'autres chercheurs. Donc ils recherchent le fait d'être cités, notamment, le fait d'être reconnus par les pairs, et donc ils vont essayer de produire des connaissances utiles aux autres. Et on a tout lieu de penser que c'est une solution de premier rang à ces défauts du marché dans la production de connaissances. Alors, évidemment, la critique qui a été formulée, c'est que peut-être que la science mertonienne n'existe pas et qu'au fond, ce sont des concepts qui fonctionnalisent
ou qui rendent l'essence d'un système d'institution sociale. Et en fait, si on ouvre la porte de ce questionnement mertonien, on se rend compte qu'on a une multiplicité d'objets d'études particulièrement intéressants à analyser, et je dirais un boulevard pour l'inquiry, pour la recherche. On a un marché du travail des scientifiques, plus ou moins réglementé. On a un marché de l'enseignement supérieur. Les chercheurs sont souvent dans des universités qui sont aussi préoccupés par des questions d'enseignement et qui sont en compétition sur ce marché. On a des journaux académiques qui offrent des places pour des articles qui recherchent une certaine forme d'impact et qui permettent la certification des connaissances à travers la revue par les pairs. On a une problématique de choix de problèmes. Les chercheurs choisissent des problèmes. Comment ces chercheurs choisissent les problèmes? Et en conséquence, comment évoluent les connaissances scientifiques? Comment se forment les équipes? Quelles sont les coalitions ou les réseaux qui s'établissent entre les chercheurs? Et quelle est leur dynamique? On a des mécanismes de financement qui permettent d'adjoindre des fonds à des efforts ou à des équipes, et quels sont les mécanismes efficaces pour réaliser cela. Dernière chose, on sait aussi maintenant que les connaissances scientifiques n'évoluent pas dans un vase clos et que de plus en plus les acteurs du système académique cherchent à commercialiser ces connaissances, à tirer un avantage ou des ressources de l'emploi de ces connaissances par le secteur privé, et donc on a une forme de transfert plus ou moins organisé de ces connaissances, et ça peut avoir des effets retours sur la production de connaissances. Donc vous voyez, on a derrière le schéma simplificateur mertonien, on a une grande pluralité des questions dans ce contexte. Donc voilà, j'ai essayé juste ici de poser un petit peu mon point de vue sur l'économie de la science et les problèmes actuels et futurs. Je n'ai pas de prétention à faire le tour de tout ça aujourd'hui. Je vais simplement, à la suite de la demande de Claude, vous offrir ici trois points de vue, trois questionnements que je suis en train de réaliser avec les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Donc un premier questionnement, c'est un peu back to basics, c'est-à-dire que ici c'est lié à la question de la mesure. Donc notamment dans mes travaux de thèse, et puis ensuite je me suis beaucoup intéressé à la production de connaissances en utilisant des mesures de cette connaissance scientifique assez classique. Et donc je suis revenu récemment sur cette question de la mesure derrière, qui se pose fondamentalement derrière la question des classements, notamment les classements d'université. Je vous en dirai un mot en premier lieu. Dans un deuxième lieu, je vous présenterai une étude qu'on a réalisée donc avec ma doctorante Marianne Lanoé sur la question du financement par projet. Donc on a travaillé sur le financement par projet au sein de l'Agence nationale de la recherche, et je donnerai quelques éléments sur les mesures d'impact de ce financement, de l'attribution de ce financement, et je vais essayer de tirer cela vers la manière dont cette étude d'impact nous permet de mieux regarder ou peut-être de mieux comprendre la fonction de production de connaissances scientifiques. Et troisièmement, je vous présenterai les résultats d'une étude réalisée avec Valerio Sterzi de l'Université de Bordeaux 4, du Greta, sur la question du transfert des technologies universitaires autour de la notion de brevet académique. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc vous voyez trois problématiques assez distinctes qui donnent des points de vue un peu particuliers sur le questionnement que j'ai relativement à l'économie de la science aujourd'hui. Voilà le menu. Alors, peut-être pour commencer cette question de la mesure des connaissances scientifiques, je voudrais juste vous donner à voir une représentation de l'évolution de la production scientifique de 5 pays européens à travers 2 dimensions. C'est peut-être pour comprendre, dans un premier lieu, la question de ces 2 dimensions associées à la mesure de la production scientifique. Donc vous avez ici une évolution temporelle de ces 3 pays, donc en rouge l'Espagne, en violet l'Italie, en vert la France, l'Allemagne, puis en bleu clair le Royaume-Uni. Donc vous avez l'évolution temporelle.
Et donc en abscisse, vous avez les publications en pourcentage de la production totale au sein de l'Union européenne. Et en ordonnée, vous avez l'impact relatif. Donc en abscisse, fondamentalement, même si il y a un dénominateur là, mais fondamentalement en abscisse, vous avez des mesures de quantité de la production scientifique, nombre d'articles, et en ordonnée, vous avez l'impact relatif. Donc une mesure, entre guillemets, de qualité, donc avec plusieurs guillemets, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc de qualité de cette production scientifique. Et donc vous voyez le dynamisme des pays au regard de ces deux dimensions. Donc je pense qu'il est intéressant de comparer, par exemple, le dynamisme d'un pays comme l'Espagne, qui se déploie à droite et en haut. Donc vous voyez un dynamisme très fort de cette production scientifique, à la fois en quantité et en qualité, qui dénote un phénomène de rattrapage sur la dernière décennie. Vous voyez à l'opposé le dynamisme de la Grande-Bretagne, où on a un déplacement à gauche, donc une réduction en quantité relative de la production anglaise, mais un très fort dynamisme vertical, c'est-à-dire une augmentation en qualité de cette production. Et donc on a la France avec un déplacement à gauche, réduction en quantité relative, mais un dynamisme surtout sur la dernière période en qualité. Okay. Donc voilà, c'est une manière de, je ne veux pas trop construire là-dessus, mais c'est une manière de comprendre ces deux dimensions dans un premier lieu. Alors derrière ces deux dimensions, on a des mesures beaucoup plus complexes, parce qu'on a des moyennes ici qui sont réalisées. Donc en réalité, c'est traditionnel dans le monde de la scientométrie que j'ai rencontré ces dernières années. On a un focus sur la question de la mesure, c'est-à-dire comment compter en réalité la production scientifique. Et donc on a des propositions qui tournent autour de ces deux dimensions, la quantité. Doit-on prendre des comptes entiers, des comptes fractionnaires? Donc on a tout un détail sur la question de comment mesurer la quantité de la production scientifique. On a des approches qui tournent autour de la qualité, donc comment mesurer l'impact des productions scientifiques en fonction d'exactement ce qu'on a en tête lorsqu'on parle d'impact, donc facteur d'impact des revues, facteur d'impact normalisé des revues, nombre de citations, c'est l'impact direct, ou même des choses un peu plus sophistiquées autour des mesures de centralité, ce qu'on appelle l'eigenfactor, ou des mesures de centralité factorielles ou matricielles. Mais derrière ces questions de mesure, en réalité, on a des problématiques beaucoup plus sophistiquées en termes de valeur. Et je pense que, d'une certaine manière, les développements récents, et là je fais référence au dernier point, plutôt en dehors de la scientométrie, cherchent à attraper cette problématique de la valeur des connaissances scientifiques, là aussi avec des guillemets. Donc je vais vous donner une illustration toute simple, notamment en discutant la question du facteur H et de choses un petit peu plus enrichies. Alors, pour commencer avec quelques éléments de notation, imaginons que vous avez un acteur, ça peut être un pays, une université, un laboratoire, on va dire un agent. Et vous avez une connaissance de sa production scientifique. C'est-à-dire que vous avez des données fondamentalement bibliométriques et vous pouvez savoir quels sont les articles qu'il a publiés. Et pour chaque article, vous avez une mesure de l'impact de cet article. Okay, donc, imaginons ici ce vecteur SI que vous voyez défini, qui vous donne, pour chacun des articles produits par l'institution I, la valeur, l'impact de cet article. Okay. Et donc, ce qu'on essaie de construire, fondamentalement, l'information de base, c'est cette fonction FI, qui est une distribution, qui vous donne, pour chaque niveau de qualité, le nombre ou d'impact, le nombre d'articles qui sera produit. Donc FI de 1, c'est le nombre d'articles ou la quantité d'impact 1. Okay. Donc pour donner un exemple tout simple, imaginons cet acteur dont la production est décrite par cet ensemble de points. Donc vous voyez le premier point en haut à gauche, FI de 1, c'est 10, ça veut dire que cet acteur a produit 10 articles de qualité ou d'impact 1.
Okay, puis après, vous avez FI de 2, donc c'est égal 9, c'est-à-dire qu'il a produit 9 articles d'impact 2, etc. Okay, donc vous avez cette distribution ici, qu'on dénote par FI de S. Donc, que peut-on faire avec cette information? L'usage traditionnel va être de dire, bon, mais si je m'intéresse à la quantité, ben je vais faire la somme S des FI de S, 37. Il y a 37 articles qui ont été publiés. Mesure classique de quantité. Si je m'intéresse à une quantité pondérée, je vais peut-être prendre le nombre total de citations, ou si on dit que les citations, c'est la mesure qui se trouve derrière cet impact, et j'ai ici, donc c'est la somme S des S FI de S, c'est 107, donc il y a 107 citations qui ont été collectées par ces 37 articles. Et donc peut-être que c'est ça la bonne mesure de la production scientifique de l'acteur. Mais peut-être que moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Et peut-être que je vais prendre la moyenne. Et donc, c'est la dernière mesure qui vous est proposée. Et donc, vous avez ici 2,89, qui est le nombre de citations reçues en moyenne par un article publié par cet acteur. Okay, donc ça, c'est traditionnellement les mesures qu'on peut trouver, avec plus de sophistication probablement, en scientométrie. Mais pour un certain nombre d'acteurs, ce n'étaient pas des mesures qui étaient forcément pertinentes. Et donc, il y a une mesure que je pense que vous connaissez, c'est le facteur H, qui était proposé par un physicien qui s'appelle Hirsch, qu'on emploie à tort et à travers dans la communauté, qui est de dire, voilà, ici par exemple, eh bien, 5, c'est le facteur H de cet acteur, c'est-à-dire que j'ai pu produire au moins 5 articles qui ont reçu 5 citations. Donc c'est une sorte d'indice sur cette distribution, puisqu'ici, vous voyez que cet acteur, il a 2 articles, donc on ne le voit plus ici, mais il a 2 articles qui ont reçu 7 citations, 2 articles qui ont reçu 6 citations, il a 3 articles qui ont reçu 5 citations, et donc son facteur H, c'est 5. Parce que c'est le plus grand nombre associé à cette chose-là. Donc c'est le max S de la somme U supérieure à S des FI de U, supérieur ou égal à S. Alors, si maintenant je regarde un autre acteur, par exemple J, et je vais dire cet acteur, il a publié exactement 5 articles qui ont reçu 5 citations. Et vous voyez, après, tous les points bleus sont sur l'axe des abscisses ici. Eh bien, cet acteur, il a un facteur H aussi de 5. Okay, donc, ces 2 acteurs, bien qu'ils aient des productions scientifiques très différentes, ils ont le même facteur H. Et je pense que ça illustre à la fois l'originalité du facteur H et ses défauts. Son défaut, c'est de mettre ces 2 acteurs à égalité, alors qu'au fond, le premier acteur a publié un plus grand nombre d'articles, et il a aussi, au total, reçu un plus grand nombre de citations. Okay, et pourtant, ils ont le même facteur H. Alors pourquoi Hirsch a proposé ce facteur H? Eh bien simplement parce qu'il considère que ce facteur H peut être utilisé pour opérer des recrutements en physique, parce qu'il pense que, voilà, on ne doit pas considérer tout ce qui est en haut à gauche, toute cette surface en haut à gauche, c'est-à-dire tous ces articles qui n'ont pas reçu suffisamment de citations. Il veut considérer uniquement les articles qui ont reçu un nombre suffisant de citations, qui ont un impact suffisant, et en même temps, il ne veut pas considérer ce qui se passe en bas à droite pour l'agent I, parce qu'il considère que voilà, ce sont quelques articles qui ont reçu un grand nombre de citations et que ça peut être soit dû à de la chance, soit au fait de collaborer avec quelqu'un de très visible. Okay, donc il y a un point de vue spécifique qui est celui de Hirsch et qui explique cette distorsion de la réalité à travers cette mesure du facteur H. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est une forme de théorie et une méthode qui va essayer de prendre toute l'information sur la distribution que je vous présente ici et prendre cette information de manière appropriée pour faire des comparaisons entre des acteurs, donc universités, pays, régions, etc. Alors, quelle est l'approche que l'on va utiliser ici? C'est l'approche de la dominance stochastique. En fait, l'idée, c'est qu'on va se refuser de prendre une forme fonctionnelle spécifique à la fonction de valeur implicite qu'on va utiliser. Alors, je pense que je vais expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Et bon, je vais vous donner une application, notamment au cas des universités US de recherche.
Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a une fonction de valeur, V, et qui donne la valeur, pour tout niveau d'impact S, qui vous donne la valeur d'un article ayant cet impact, S. Donc, V de S, c'est la valeur d'un article d'impact S. Okay, et donc, la valeur totale de la production d'un article, ça sera la somme S des V de S, FI de S. Okay, ça, c'est la valeur totale. Mais l'idée, c'est qu'ici, on ne va pas spécifier V. On va dire, je voudrais une forme d'unanimité dans une classe de fonction de valeur V. D'accord? Alors, quelles sont les hypothèses que l'on peut faire sur cette fonction de valeur? Donc, typiquement, on veut que cette fonction de valeur ne soit pas négative, c'est-à-dire qu'un article, pour tout niveau de qualité qu'on va définir sur R+, par exemple, ou sur N, ne puisse pas contribuer négativement à la production d'un agent. Okay, c'est-à-dire, si vous écrivez un article de plus, qu'il ait reçu 0 citation, 1 citation, 10 citations, eh bien, ça ne peut pas diminuer la valeur totale de votre production. Donc, je pense que c'est une hypothèse assez basique sur laquelle on peut s'accorder. Deuxième chose, si vous pensez que c'est une véritable mesure de qualité, S, alors vous pouvez penser que la fonction de valeur V est croissante avec F, ou non décroissante. C'est-à-dire que chaque fois que si vous écrivez un article de plus grande qualité, d'accord, ça va, pour vous, se traduire dans une augmentation de la valeur totale de votre production. Okay, alors, il y a une troisième hypothèse, qui est l'idée qu'il y a une forme de convexité dans la fonction F. C'est-à-dire que fondamentalement, un article de 100 citations vaut plus que 2 articles de 50 citations. Donc c'est une sorte de focus vers la production scientifique de qualité la plus élevée. Et donc on va voir après que derrière cette hypothèse, il y a l'idée d'une recherche d'excellence. Okay, alors, il y a ici Kidumi Paper, donc c'est l'idée que la valeur d'un article d'impact 0 est nulle. Okay, alors, donc définition et théorème. Et c'est l'avantage de cette approche par la dominance stochastique, c'est qu'au fond, on va pouvoir trouver une mesure empirique associée à un ensemble de fonctions de valeur, c'est-à-dire une unanimité pour toutes les fonctions de valeur dans une certaine classe. Donc si vous croyez uniquement à la première hypothèse, d'accord, le théorème vous dit ici que l'on a une mesure qui nous permet de la tester. Il y a ici un if and only if. Donc I fait mieux que J pour toute fonction de valeur non négative si, pour tout niveau de qualité, I fait mieux que J. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que fondamentalement, si je reprends un peu le schéma de tout à l'heure, sauf que j'ai relié les points pour rendre ça moins discret et plus facile à voir. Donc, ça veut dire ici que si effectivement, pour tout niveau de valeur en abscisse, I a fait mieux que J, donc la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, alors je pense qu'on peut s'accorder pour dire que I fait mieux que J. Donc c'est l'idée de ce qu'on appelle la dominance forte, qu'on vient de voir. Le problème, c'est que lorsqu'on compare des universités ou des pays, souvent ces courbes se croisent. Et évidemment, si les courbes se croisent, on ne peut pas être concluant au regard de la première chose. Donc on a la possibilité d'introduire l'hypothèse supplémentaire que la fonction V est croissante. Et si cette fonction V est croissante, on a là aussi une statistique qui nous permet de la tester, de le mesurer concrètement, et on aura une unanimité pour toute fonction de valeur dans la classe. Alors, ce qui est écrit ici, c'est basiquement que pour tout niveau de S, si je pars à droite, okay, la surface à partir de ce point vers l'infini, qui se situe entre les deux courbes, rouge moins bleu, est positive. Okay, c'est ce que je viens de dire ici dans ce théorème. Alors maintenant, si vous pensez que cette fonction de valeur elle est convexe, c'est-à-dire que vous donnez plus de poids encore aux articles les plus cités, alors là aussi vous avez une statistique. Et donc vous voyez, ce qui est nouveau ici, c'est que vous avez un petit s avant le crochet qui pondère cette surface dont je vous parle ici entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc pour tout niveau U, tout ce qui est à droite
pondéré par S, donc S c'est la mesure en abscisse, va être supérieur à 0. Voilà, donc on a une forme de conceptualisation, une recherche d'unanimité dans des classes de valeurs, et on a une mesure empirique qui nous permet de la tester. Alors je récapitule, donc on a 3 manières de comparer. La première, c'est ce qu'on appelle la dominance forte, c'est le triangle noir. Après, c'est la dominance, c'est le triangle blanc au centre. Et après, la dominance faible, c'est celle qui est en bas. Et vous avez les hypothèses sur la fonction de valeur implicite. Hein, et on cherche une unanimité dans toutes les fonctions de valeur qui respectent ces hypothèses. Et vous avez un focus, c'est-à-dire une orientation. Ce que vous recherchez, c'est le volume si vous êtes dans la première ligne, la dominance forte, la qualité si vous êtes dans la ligne du milieu, et l'excellence si vous êtes dans la ligne du bas. Alors, je vais peut-être sauter ça et passer directement à l'application empirique. Donc on a appliqué ça aux universités américaines de recherche, c'est-à-dire les principales universités, les 112 principales universités dans le classement de Shanghai. D'accord ? Et on a fait ça 2003-2005. Et donc il y a à peu près 330 000 articles concernés, produits par ces universités, et 2 300 000 citations concernées. Alors, ok, alors je vais peut-être accélérer. Donc voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ordre partiel. Ça ne vous donne pas un classement directement. Parce que vous ne pouvez pas attester toujours d'une supériorité d'une institution sur l'autre. Hein, des fois, vous n'êtes pas conclusif. Donc si je fais un focus sur le haut, vous avez ici la comparaison des principales universités. Donc au sens de la dominance faible de l'excellence, Harvard fait clairement mieux que Berkeley. Donc c'est transitif. Hein, je n'ai pas mis les flèches que l'on peut enlever par transitivité. Harvard fait mieux que Stanford, Stanford fait mieux que Berkeley, donc Harvard fait mieux que Berkeley. Mais par contre, on n'est pas conclusif dans la comparaison de Berkeley, UCLA et Seattle. Okay, on ne sait pas, on ne peut pas les comparer. Donc comment faire pour faire un classement, c'est-à-dire un ordre complet à partir de cet ordre partiel ? On peut utiliser cette information. L'idée, c'est qu'on peut utiliser la question du positionnement de l'institution dans ce réseau, et on va utiliser quelque chose qui est le nombre de chemins. Basiquement. Donc on a une axiomatique derrière, mais pour faire simple, le nombre de chemins qui pointent vers Berkeley divisé par le nombre de chemins qui partent de Berkeley va nous donner un indice avec lequel on va classer les institutions. Okay, ce sera l'indice de Berkeley. Donc, basiquement, l'indice, c'est le nombre de chemins qui partent d'un agent. Donc c'est le nombre, c'est plus compliqué que le nombre d'agents que je domine. Hein. C'est aussi la distance à ces agents et le nombre de chemins qui pointent vers moi. Et ça nous permet de faire un classement. Donc c'est la colonne. Donc c'est pour chaque niveau de chaque type de dominance, vous avez le classement associé. Et alors la chose intéressante, peut-être pour mettre en valeur l'originalité de l'approche, c'est que si on compare le classement que l'on obtient avec celui du classement de Shanghai, on a une très forte corrélation. Okay, donc dans les 20 premiers, si vous voulez, 17 de nos 20 premiers sont aussi dans les 20 premiers de Harvard. Donc quelle est l'idée ? L'idée c'est, est-on capable d'attraper la notion d'excellence avec cette mesure et avec cette théorie ? Alors que Shanghai doit utiliser 5 mesures différentes, des données variées, compter le nombre de prix Nobel, de médailles Fields, d'articles dans Nature, etc., compter les citations, les publis, des choses très sophistiquées. Nous, avec une plus grande parcimonie, une plus grande précision d'une certaine manière, mais une plus grande parcimonie dans la nature des données utilisées, on arrive à reproduire cette question de l'excellence, hein, qui est vraiment le problème lorsqu'on classe les universités ou les pays. Comment attraper cette notion d'excellence ? Hein, et c'est l'objectif que l'on a dans ce travail. Voilà. Donc on l'a aussi fait pour les départements d'économie, mais je vous passe ça. Et bon, je vais maintenant passer au développement suivant. C'est-à-dire que avec ce que je viens de vous présenter, on n'a rien appris sur la production de connaissances. Hein, c'est vraiment un exercice de mesure. Mais pour moi, c'était très intéressant de faire ce travail qui est si long, après tout, à entendre, mais surtout à réaliser. C'est un travail qu'on poursuit depuis assez longtemps. Pour la production de connaissances, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la question du financement par projet. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une première étude qu'on a fait sur l'Agence nationale de la recherche.
Et peut-être commencer par une introduction, c'est-à-dire au fond, quel est le problème posé au gouvernement et aux agences que les gouvernements ont mis en place. C'est comment transférer des sous, des fonds aux chercheurs. Et alors, quel est le problème que l'on a? C'est qu'on voudrait transférer cet argent de manière efficace, sachant que eh bien, les bonnes idées, elles ne sont pas forcément en possession des gens qui allouent l'argent, hein, et donc elles sont distribuées dans la population de chercheurs, qui potentiellement vont déposer des projets en présentant ces idées. Mais l'information sur la qualité de ces projets, sur la capacité des personnes à les mener à bien, sur la fiabilité de ces projets, elle est assez difficile à transférer, à mettre en évidence, à signaler aussi. Peut-être troisième chose, je pense qu'il est aussi très important, c'est que ce qui fait peut-être la spécificité du monde académique, c'est que les chercheurs sont libres du choix de leurs problèmes. Ils sont assez rarement dans des contextes hiérarchiques, en tout cas quand ils ont atteint un certain niveau dans le système académique. Et donc ils sont libres du choix de leurs agendas, c'est-à-dire de la sélection des problèmes qu'ils souhaitent traiter. Et en même temps, ces choix sont particulièrement importants pour leur carrière. Et donc ils accordent une attention particulière à ces choix de problèmes. Et dernière chose, c'est que ces chercheurs, très souvent, travaillent en collaboration. Et évidemment, c'est quelque chose de très important dans la fonction de production de connaissances. Alors, il existe des mécanismes de financement de la science divers et variés, ce qu'on appelle le block funding, le financement des structures, ou souvent pluriannuel sur la base de négociations, des financements des personnes, on peut financer des personnes, ou le financement des projets sur la base d'une évaluation par les pairs. Et vous avez ici des exemples dans les différents pays avancés. Ce n'est pas du tout exhaustif, c'était juste une illustration. Nous, notre idée, c'est d'utiliser les données sur le financement ANR pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de la fonction de production de connaissances. L'idée, c'est que, au fond, si vous avez des financements pour réaliser vos recherches, naturellement, comme dans une fonction de production classique, ça va augmenter votre production. Vous ajoutez des financements à vos efforts, donc ça va augmenter votre production. Donc vous avez une amélioration en termes d'efficience productive. Mais ça peut aussi affecter des variables de décision qui sont les vôtres, c'est-à-dire le choix de problème que vous allez traiter. Si vous avez un financement, peut-être que vous aurez la possibilité de vous saisir de problèmes auxquels vous n'aviez pas accès en l'absence de financement. Donc ça va peut-être modifier votre focus, votre attention, votre choix de problème. Ça va peut-être aussi modifier votre capacité à collaborer avec des personnes. Si vous avez un financement, peut-être ça vous permet de séduire ou de nouer des alliances ou peut-être d'embaucher des personnes différentes et donc de collaborer avec plus de personnes ou peut-être avec des personnes différentes. Et bon, évidemment, derrière ces choix endogènes et l'arrivée des financements, ça va aussi modifier votre production scientifique, qui est notre objet initial, c'est-à-dire quel est l'effet en termes de production scientifique de l'attribution du financement. Alors, on a ici un problème économétrique de base, c'est-à-dire que on manque du contrefactuel, c'est-à-dire que, en termes d'économétrie, je veux dire, on ne sait pas, au fond, dans la mesure, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu de financement. Parce que vous avez eu un financement. Donc on n'a pas le contrefactuel, ce qu'il serait arrivé de votre production scientifique, de vos décisions, en l'absence de financement. On ne peut pas l'observer. Et donc l'idée fondamentale ici, c'est de se baser sur un échantillon de contrôle, d'accord, pour essayer de trouver une personne qui vous ressemble en tout point, mais qui n'a pas eu de financement et qui va être utilisée comme contrefactuel. D'accord ? La question de savoir quel est ce contrefactuel, elle est évidemment essentielle parce que l'identification est basée là-dessus. Et donc, nous, on va utiliser un mélange de deux estimateurs qu'on va combiner, qui s'appelle le Propensity Score Matching et le Difference in Difference, la différence dans la différence. Le Propensity Score Matching, c'est l'idée qu'on va modéliser l'attribution du financement, c'est-à-dire qu'on a des observables qui nous permettent de comprendre comment les financements sont arrivés. Et on a un estimateur par différence, c'est-à-dire qu'on différencie dans le temps, avant, après, qui nous permet de contrôler pour tous les effets individuels associés à la personne, mais qui seraient invariants dans le temps. Okay, ce qu'on appelle un contrôle pour les effets fixes. Alors voilà l'estimateur, je vous le passe. Alors la première étude, donc là on est en train de réaliser une étude beaucoup plus large pour l'ANR, mais la première étude, qui est peut-être la plus développée, je vous la présente ici, donc elle s'est focalisée sur
les chercheurs jeunes, de moins de 40 ans, donc je n'appartiens plus à cette population depuis pas mal de temps, dans les projets non thématiques, c'est-à-dire les projets blancs et les projets JC-JC, qui ne sont pas tout à fait des projets blancs, mais qui sont blancs dans leur conceptualisation. Il n'y a pas d'accentuation thématique sur ces projets, c'est uniquement sur l'âge de la population, donc de moins de 40 ans. Donc il y a des gens de moins de 40 ans qui ont obtenu des financements blancs, et il y a des gens qui ont obtenu des financements JC-JC, donc qui sont naturellement de moins de 40 ans, et ne sont pas thématiques. Donc on a un échantillon d'environ 560 personnes financées, et on a un échantillon de contrôle qu'on a extrait de la population totale des enseignants-chercheurs et chercheurs français, d'à peu près 7300 personnes. Et on a matché ces listes avec les listes les données de publication bibliométriques pour aller récolter toutes les informations sur la production scientifique de ces personnes. Alors ici, vous avez les variables qui sont utilisées pour modéliser l'attribution de financement. Donc si vous voulez croire à nos résultats, il faut qu'aussi, d'une certaine manière, vous acceptiez ce modèle, c'est-à-dire les variables qui sont utilisées. Donc qu'est-ce qui détermine le financement en dehors des effets individuels invariants dans le temps, c'est-à-dire votre intelligence, votre capacité à exprimer vos idées, etc. Si tout ça est invariant dans le temps. Donc vous avez le genre, l'âge, le statut, le laboratoire, de quel laboratoire, et puis vous avez des variables de publication, nombre moyen de publication, avant le financement, ajusté pour le facteur d'impact, et aussi la meilleure publication que vous avez pu avoir. Je pense que c'est important. Et aussi le type de co-auteur que vous avez. Est-ce que vous avez déjà publié avec des gens à l'international? Donc voilà les variables qui sont utilisées pour modéliser le financement. Les résultats, donc les résultats principaux, ils sont à droite. Ici, c'est la dernière colonne. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que quelqu'un qui a eu un financement, cet événement discret, c'est un traitement, va voir sa production scientifique augmenter de 7,3% en volume et de 11% en volume pondéré de la qualité. Okay, qualité étant le facteur d'impact des revues. Okay, donc ça, c'est le résultat qu'on obtient. Alors, on peut discuter de l'ampleur de ces résultats. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le résultat est positif. Alors, je vais peut-être sauter ça. Donc, en quoi ça nous donne une fenêtre avec vue sur la production scientifique? Premièrement, on se rend compte que ça a aussi un impact sur le choix de problème. Donc si on prend les mots-clés utilisés par les agents, on se rend compte que l'attribution d'un financement a tendance à amener les personnes financées, donc comparativement aux personnes non financées, à utiliser de nouveaux mots-clés. À la fois de nouveaux mots-clés, donc potentiellement de nouveaux problèmes, de nouveaux mots-clés par rapport à leurs mots-clés utilisés dans le passé, mais aussi par rapport aux mots-clés utilisés d'habitude dans les publications scientifiques de la discipline. Donc l'idée, c'est que voilà, si je suis financé, je vais poser de nouvelles questions pour moi, mais aussi des questions qui ont tendance à être plus nouvelles du point de vue de la science dans son ensemble à cette période-là. On se rend compte aussi que ça a plutôt tendance à distribuer, il y a un indice ici de concentration sur les spécialités, ce qu'on appelle les catégories codes, donc les spécialités disciplinaires. Donc les problèmes traités sont plus larges ou se distribuent sur un plus grand nombre de spécialités scientifiques. Impact sur les collaborations. Donc on s'est rendu compte, c'est les deux premières lignes, que en fait ça n'a pas d'impact sur la taille des équipes. C'est-à-dire que le fait d'avoir un financement ne va pas vous conduire à travailler avec plus de personnes, à la fois sur chaque article et aussi en totalité dans votre panel de co-auteurs. Mais par contre, ça a plus tendance à vous faire collaborer avec des personnes nouvelles. Donc c'est la troisième ligne, New Co-Authors. Donc par contre, si vous avez un financement, vous avez plutôt tendance à travailler avec des personnes nouvelles. Et dernière chose, vous avez aussi plus tendance à travailler avec des personnes localisées à l'international, donc qui ont une adresse dans les publications qui se situe en dehors de France. Donc peut-être que le financement vous permet de travailler avec des personnes nouvelles et potentiellement d'étendre vos réseaux. Voilà. Donc combien me reste-t-il, Claude 12 minutes, c'est parfait. Donc je vais peut-être conclure sur cette étude sur l'ANR. Sur la question de l'ampleur de l'effet. Donc vous avez vu qu'on a un effet de 7% et de 11%. On a l'impression que c'est peu.
Mais en fait, il existe une étude assez similaire pour les États-Unis, publiée dans le Journal of Public Economics récemment, qui nous dit que les financements NIH ont un impact aussi de 7%. Donc c'est un impact qui est à peu près similaire ou moindre, de moindre ampleur que le nôtre, pour un événement discret qui est de plus grande ampleur pour le NIH. C'est-à-dire que les financements du NIH sont en moyenne supérieurs à 1,7 million de dollars, alors que les financements ANR, comme vous le savez, par partenaire, sont quand même de bien moindre ampleur. Voilà, donc l'idée c'est que peut-être l'ampleur mesurée du financement ANR est finalement assez faible. Pourquoi ? Eh bien aussi parce que si vous n'avez pas eu un financement ANR, peut-être que vous allez vous tourner vers un autre mode de financement. Et donc les gens que l'on a dans notre population de contrôle sont des gens qui ont peut-être eu accès à d'autres sources de financement, peut-être seulement parce qu'ils n'ont pas eu le financement ANR. Okay, donc ça a tendance à procurer un biais à la baisse sur l'ampleur de l'impact mesuré. Voilà, c'était un point de comparaison sur ce volume. Alors, je vais peut-être maintenant, désolé de ce pot pourri, mais aborder une question du transfert des technologies universitaires. Et on va s'intéresser à la question des brevets académiques. Et je vais définir assez rapidement de quoi il s'agit. Alors peut-être en introduction, donc comme vous le savez, les technologies universitaires sont de plus en plus commercialisées par les universités elles-mêmes. Donc on est passé d'un modèle où c'était essentiellement des spillovers, à un modèle très commercial dans le transfert des technologies. Et ce modèle commercial, il a son origine aux États-Unis à travers ce qu'on appelle le Bayh-Dole Act, qui avait véritablement pour objectif de mieux utiliser les technologies universitaires. Elles étaient avant gérées par les grandes agences de financement, et non pas par les universités qui réalisaient ces recherches, et elles étaient très peu utilisées, très peu licenciées. Donc on avait un stock de brevets très peu licenciés aux États-Unis. Et donc la politique du Bayh-Dole Act a consisté à attribuer les droits sur les inventions générées par des recherches financées par les agences fédérales aux universités elles-mêmes. Donc lorsque la NSF ou la NIH finance une recherche, la propriété n'est plus à la NSF, mais est à l'université dans laquelle travaille le chercheur. Okay, et donc, suite à cette politique, les universités ont mis en place des bureaux de transfert de technologie, les TTO, qui ont pour objectif de transférer ces connaissances à travers des licences ou des ventes ou des cessions aux entreprises. Et ça représente une part très importante. Donc, dans le dernier Licensing Activity Survey de l'AUTM, l'association des gens qui font du transfert de technologie aux États-Unis, principalement, en 2011, ils répertorient plus de 38 000 licences et options actives et presque 5 000 nouvelles licences exécutées en 2011. Donc ça nous donne une idée du dynamisme de ce modèle commercial de transfert de technologie aux États-Unis et de l'importance que ça a potentiellement dans le leadership des États-Unis en matière technologique. Alors si maintenant on s'intéresse à la problématique du transfert de technologie, qu'est-ce que doit faire un bureau de transfert de technologie ? Que doit-on réaliser lorsqu'on fait du transfert de technologie ? Eh bien, d'abord, on doit solutionner un problème d'asymétrie d'information. Vous voulez vendre une technologie, vous avez une idée de sa qualité, de la qualité de cette technologie, de la qualité des savoirs qui sont derrière, et vous cherchez à vendre ces connaissances, et il y a une asymétrie d'information entre celui qui détient la connaissance et son utilisateur potentiel. Donc vous avez un problème assez typique de signal. Donc vous devez signaler la qualité de cette information. Ce n'est pas forcément simple à réaliser. Alors on a un deuxième problème qui est un problème de matching. C'est un problème d'appariement entre des connaissances que les universités produisent et des usages possibles de ces connaissances dans des processus. Problème d'appariement. Et alors, la littérature, disons, économique, dans le domaine de transfert de technologie, tend plutôt à dire que les TTO sont bien placés pour résoudre ces deux problèmes. Donc, l'asymétrie d'information, d'une certaine manière, le TTO peut construire une réputation sur la qualité des innovations qu'il doit transférer. Et donc, c'est une forme de solution à ce problème d'asymétrie d'information.
Et le TTO peut aussi professionnaliser son métier et donc connaître un peu les usages potentiels associés aux technologies qui sont produites par l'université. Et donc modérer ce problème associé au matching. Le TTO est bien placé pour résoudre ces problèmes et pourtant on se rend compte qu'une grande partie, c'est un peu le puzzle, c'est la question ici, on se rend compte qu'une grande partie des technologies universitaires sont en fait transférées aux entreprises derrière ou en n'utilisant pas ou en n'ayant pas recours au TTO. Et donc je pense qu'on connaît bien ce phénomène en France ou en Europe, il est documenté. Pas seulement par des évidences anecdotiques, mais aussi par des données chiffrées. Puisque vous voyez ici, il y a une étude européenne qui montre que 72% des brevets inventés par les universitaires ne sont pas en propriété des universités, et donc très potentiellement ont en fait été transmis, et je parle ici de la première propriété, donc ont été transmis avant même que le TTO ne prenne les droits. Et c'est aussi vrai dans une même ampleur pour d'autres pays ou dans une ampleur plus grande pour d'autres pays d'Europe continentale. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est pas seulement un phénomène européen, des Européens qui n'auraient pas compris le modèle américain, mais c'est vrai aussi aux États-Unis où une partie peut-être moindre, mais quand même significative des brevets universitaires ne sont pas gérés par les TTO. Alors l'idée ici, c'est que il y a deux explications possibles. Soit les labos, cette explication-là, elle existe, c'est-à-dire les labos ont des relations de recherche avec les entreprises, établissent des contrats, et potentiellement, dans ce contrat, il est écrit que la propriété sur les découvertes va aux entreprises. Et donc, il est assez naturel que l'université n'ait jamais la propriété sur ses brevets, par contrat. Parce qu'il y a un contact préalable et une recherche préalable. Deuxième possibilité, bypass. Donc bypass, ça veut dire que en fait, les professeurs génèrent des inventions et ils vont eux-mêmes gérer la problématique du transfert. Ils ont des contacts dans les entreprises et après tout, pourquoi se préoccuper d'un service de transfert qui va peut-être apporter plus de complications et pas forcément le professionnalisme ou les informations dont j'ai besoin. Donc je peux m'en passer. Alors, comment se fait-il que des professeurs puissent bypasser leur université alors que, potentiellement, légalement, l'université a les droits? En fait, si vous discutez avec des gens dans les services de transfert de technologie, ils vous disent qu'ils n'ont aucune ou quasiment aucune autorité réelle sur les professeurs. Et c'est vrai en France, je pense que c'est vrai aussi en très grande partie aux États-Unis, même si on a un modèle propriétaire beaucoup plus développé. Alors, l'idée ici, c'est que je vais on a développé un modèle pour expliquer ce bypass. Et donc, je vais vous passer le formalisme du modèle, mais simplement, je vous présente ici le timeline. Donc, l'hypothèse, c'est qu'un professeur a une idée, une technologie, et il a la possibilité, dans un premier temps, de signaler à une entreprise qu'il connaît, dans son portefeuille de relations, cette technologie et sa qualité. Donc, il va gérer le problème d'asymétrie d'information tout seul et le matching tout seul. Il va pouvoir le signaler dans un premier temps à une entreprise. Il va peut-être avoir un accord avec une entreprise. Si ça marche, le brevet part donc en bas ici, et un accord est réalisé avec l'entreprise directement et l'entreprise a la propriété sur l'invention. Si ça ne marche pas, il n'y a pas d'accord, donc le brevet, je le transfère au TTO. Et donc la propriété va plutôt être dans un premier temps au TTO. Alors, on peut étudier les équilibres de ce modèle, et je vais aussi vous passer ça, mais si vous regardez les résultats qui analysent tous les équilibres en stratégie pure de ce modèle de signal, vous obtenez le tableau d'en bas. Alors, je vais vous expliquer ce tableau d'en bas. Il nous dit que donc, la première ligne, là, c'est la valeur que va récupérer un universitaire s'il passe par le TTO. Ce θ là, θ bar. Et est-ce que je peux me lever? Ok, super.
Donc ça, c'est ce que je peux récupérer à travers le processus géré par le TTO. Là, ce sont des grandeurs qui sont relatives à la distribution de la valeur des brevets dans la population des brevets en général. Et ici, c'est la valeur de l'invention que j'ai réalisée et qui est une information privée pour le professeur. Et donc, on a ici une valeur haute. Donc, si potentiellement, c'est la qualité du brevet élevée, qualité de mon brevet plutôt basse. Et qu'est-ce qu'on observe à travers les différents équilibres? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre séparateur, un équilibre mélangeant. Et donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'il y a une différenciation ici. C'est-à-dire qu'à l'équilibre de ce modèle, si je suis de qualité élevée, d'accord, et si ce que je peux récupérer de mon TTO n'est pas trop élevé, pas supérieur à cette frontière ici, alors je vais finir avec l'entreprise. Donc je vais faire un deal avec l'entreprise en amont. Et si je suis dans les mêmes circonstances, et si je suis de qualité plus faible, eh bien, pour ces valeurs ici de ce que je récupère auprès du TTO, je vais plutôt finir avec le TTO. Donc on a une différenciation ici de l'issue, donc de la propriété potentiellement du brevet, en fonction de la qualité de mon idée. Ok ? Et c'est ce qu'on traduit ici, puisqu'on va estimer ce modèle. Et peut-être je vais vous passer le modèle théorique pour aller directement à la mesure. Donc au fond, vous voyez, on va avoir ici bêta 2, pas de coal, donc c'est la qualité de mon idée, donc la valeur potentielle du brevet, d'accord. Bêta 1 ici fois profexp, alors ça c'est la qualité de l'entreprise que je suis capable de toucher, et donc ça dépend de mon portefeuille de relations. Et donc l'idée c'est qu'on va approximer la qualité de mon portefeuille de relations à travers le nombre de brevets que j'ai réalisés dans le passé. C'est pour ça qu'on dit c'est profexp, l'expérience du professeur en termes de production de brevets dans le passé à partir de la date considérée. Et donc bêta 3 univex, donc c'est θ, donc ça c'est la qualité du service de transfert de techno. Et donc ici on va approximer la qualité du service de transfert de techno à travers l'expérience de l'université dans la gestion de brevets dans le passé. On sait que l'expérience ici a un rôle très important dans la capacité de ces institutions à bien manager le processus de transfert. Alors, je voudrais juste donner à voir le signe attendu de ces différents effets. Alors, le premier, qui est peut-être le plus original, c'est qu'on pense que bêta 2 est négatif. C'est ce que dit le modèle. C'est-à-dire, il dit, au fond, c'est ce qui est ici, il dit, si la qualité de mon idée est plus élevée, alors il y a plus de chances que je finisse avec l'entreprise. Donc, vous voyez, non seulement, c'est la prédiction, non seulement on pense qu'il y a une grande partie des brevets universitaires qui ne vont pas être gérés par les TTO, les services de transfert, mais en plus on a, à travers ce modèle, la prédiction que ce sont les idées de meilleure qualité qui vont prendre la backdoor dans ce modèle, qui ne vont pas être gérées par les services de transfert. Alors ça, c'est la première prédiction. Les deux autres choses, c'est profex positif, c'est-à-dire si j'ai une plus grande expérience, alors de contact avec les entreprises, alors je vais plutôt aller vers les entreprises. J'ai mon propre portefeuille, donc c'est positif. Et bêta 3, c'est négatif, c'est-à-dire qu'on pense que si l'université, le service de TTO en particulier, a une plus grande expérience, donc il sait mieux gérer le transfert, et donc j'ai plutôt tendance à aller vers le service de transfert de technologie et moins vers l'entreprise. Alors, on a estimé ce modèle, donc on a actuellement un projet sur la France qui va faire même chose pour toute la France. Mais ici, je vous donne les résultats pour la Grande-Bretagne. Donc en Grande-Bretagne, à peu près 50% des brevets vont directement avec les entreprises et 50% avec les universités. Donc pour ce qui est de la propriété des brevets académiques. Et donc on a ici un panel sur la Grande-Bretagne. Et alors qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe que les prédictions de notre modèle se vérifient. Donc, si je prends ici les colonnes 1 et 2, donc ça c'est le modèle théorique directement estimé, on obtient bien le résultat escompté. Et les colonnes 3, 4 et 5 nous donnent exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que
Si le professeur a une plus grande expérience, il a plutôt tendance à aller directement vers l'entreprise. Si l'université a une plus grande expérience dans la gestion de brevets, alors le professeur a plutôt tendance à aller avec le TTO. Et dernière chose, pas de coual, c'est-à-dire si le brevet est de plus grande qualité, le brevet concerné, alors j'ai plutôt tendance à aller avec l'entreprise. Okay. Alors, comment on mesure la qualité des brevets? Donc, on utilise une statistique assez traditionnelle ici, qui est le nombre de citations reçues par ce brevet qu'on a pu mesurer après. Hein, on utilise la statistique du nombre de citations reçues à 3 ans, mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on fait varier la fenêtre, on prend des fenêtres plus grandes ou moins grandes, on obtient les mêmes résultats jusqu'à 5 ans. Au bout de 5 ans, on n'obtient plus ces résultats. Et on obtient aussi les mêmes résultats lorsqu'on utilise un autre indice de mesure de la qualité, qui est un indice composite. En fait, il existe aussi une littérature sur la mesure de la qualité à travers plusieurs statistiques. Et donc cet indice composite nous permet d'obtenir les mêmes résultats. C'est la dernière ligne. Voilà, alors on a, je finis en 2 phrases peut-être, on a des stratégies empiriques qui permettent de contrôler pour une possible causalité inverse de la qualité du brevet sur la propriété de ce brevet, mais je vous passe ces détails. Et je vais peut-être conclure la présentation en 2 mots simplement. Je suis désolé d'avoir donné une vision très partielle de l'économie de la science, mais c'est plutôt des problèmes actuels auxquels je m'intéresse aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que moi je trouve un sujet passionnant à investiguer. Le nombre de problèmes à résoudre dans ce champ est très nombreux. On ne sait pas comment marche ce marché particulier ou ces différents marchés sans prix pour la plupart, qui sont à l'œuvre dans l'institution académique. Et donc, il y a de quoi faire. Et alors, je me posais la question tout à l'heure, savoir est-ce que ça pouvait être une source d'inspiration pour la gestion de connaissances, et est-ce qu'on avait des points communs, des questionnements communs, ou voilà. Je laisse ça avec un point d'interrogation. Merci. Merci, Nicolas. Alors, je vais réagir en tant qu'économiste, puisque c'est ce que veut Claude. Et je vais réagir aussi en partant du terme qui était employé dans l'annonce de ta présentation, économie de la science. Quand on parle d'économie de la science, ça induit déjà tout un programme. Et alors on peut s'interroger quand on écoute ta présentation sur le fait de dire pourquoi on parle d'économie de la science. Est-ce que c'est fondamentalement parce qu'il y a une dimension économique dans ce que tu racontes, ou bien est-ce que c'est parce que on utilise des outils d'analyse qui sont des outils proprement qui sont ceux de l'économiste? Alors en fait, je vais esquiver cette question de dualité, puis je vais simplement repartir un petit peu sur les questions que posent à la fois les fondements que tu as exposés et puis ce qui se passe autour de l'évaluation et les conséquences de l'évaluation. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'un H-index peut être critiqué, pourquoi les impact factors des revues, etc. Tout ça, on va les laisser de côté, ces discussions techniques qui ont été très bien étudiées, notamment notre collègue sociologue Yves Gingras, qui est de l'UQAM, que certains ici doivent bien connaître. On produit des choses fort intéressantes là-dessus, donc on ne va pas rentrer dans ce genre de discussion technique. Alors, simplement, moi je vais me placer plutôt d'un point de vue efficience, puisque en fait, j'ai trouvé très intéressant le tout début de ton exposé, le reste aussi bien sûr, mais le tout début de ton exposé sur les fondements mertoniens de la science, et en expliquant que finalement c'était un système efficient face à la défaillance du marché. Alors, oui, c'est un système efficient, mais finalement, quand on oublie 2 choses. On oublie 2 choses qui sont 2 dimensions économiques précisément, qui sont d'une part la rémunération des individus
des scientifiques, et ça renvoie effectivement au marché du travail scientifique que tu notifiais d'ailleurs, et puis le financement des projets, le financement du travail scientifique que tu as effectivement traité dans la deuxième partie de ton exposé. Alors, en face de ça, il y a la question de l'évaluation qui est au cœur du projet. Alors, la question de l'évaluation, je dirais qu'il y a un peu deux problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est sur la méthode, parce que l'évaluation, on l'a fait sur ce dont on dispose, hein, c'est-à-dire on l'a fait sur les outputs, sur la production. Et donc on regarde les outputs beaucoup plus que les processus. Les processus, on peut en parler à certains moments, notamment quand on parle de comment financer, comment se font les choix, ce que tu fais effectivement. Mais par exemple, ce que tu as fait des travaux sur la manière dont les scientifiques choisissent leur sujet de recherche, qu'est-ce qui les motive. D'ailleurs, on s'aperçoit que les motivations, quelquefois, il y a des formes de dérive dans les motivations, parce qu'on va dériver sur ce qui est plus payant. Et puis donc ça c'est la question des outputs qui est un premier problème. Et puis l'autre question qui est liée à ça, c'est le fait qu'on va regarder dans l'évaluation, on regarde la performance individuelle basée sur ces outputs. Alors je ne vais pas revenir sur ce que c'est que l'évaluation, notamment l'évaluation des chercheurs, puisque je suis président de la section 37 du CNRS et que effectivement au sein de la section on s'efforce de ne pas s'en tenir à de l'évaluation bibliométrique, sinon on serait remplacé par des robots. Donc il faut bien qu'on montre qu'on sert à quelque chose. Donc on s'efforce effectivement de rentrer dans le contenu effectivement des travaux des chercheurs. Quand il s'agit d'évaluer des chercheurs. Par contre, quand il s'agit de faire de l'évaluation pour examiner la dynamique scientifique d'un pays ou pour classer des institutions, évidemment, on va regarder la performance individuelle de la manière dont tu nous l'as très bien expliqué. Alors, ça a un certain nombre de conséquences. Un certain nombre de conséquences. D'abord, ça a des conséquences au niveau des individus, parce que les individus sont mis en concurrence. D'abord, ils sont évalués. Alors, on leur dit c'est bien, vous travaillez bien ou vous travaillez mal, mais il y a surtout qu'ils sont évalués et que ça a des conséquences sur leur carrière. Ça a des conséquences en termes non monétaires, qui est leur réputation, mais qui peuvent aussi se traduire de manière monétaire, puisqu'il y a un effet de signaling. Et puis, ça a des conséquences, effectivement, au niveau monétaire, au niveau de leur rémunération, des postes qu'ils vont pouvoir obtenir, et puis, ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui, sur des compléments de rémunération qui prennent des formes très importantes aujourd'hui chez les scientifiques. Donc, la conséquence de ça, c'est que ça a un effet sur la prise de risque. Et on voit effectivement que les stratégies individuelles des chercheurs, ça, on peut le constater au quotidien quand on évalue les chercheurs, on s'aperçoit qu'il y a véritablement un effet de cette évaluation sur la prise de risque. Et on peut s'interroger, on voit même, ça remonte même très très loin, très tôt dans la carrière d'un chercheur, hein, dans le choix d'un sujet de thèse par exemple. On se demande, est-ce que ça va donner lieu à des publications assez rapidement, est-ce que je vais pouvoir publier dans les bonnes revues, etc., etc. Donc, il y a ce problème, et le problème de la prise de risque, en soi, le chercheur individuel, on pourrait dire on s'en fout. Le problème, c'est est-ce que cette efficience au niveau individuel ne va pas être contradictoire avec une efficience au niveau du système science, de la science elle-même, qui est basée effectivement sur des processus collectifs et non pas simplement des évaluations individuelles. Or, quand on va classer les institutions, on va effectivement agréger des performances individuelles. Et puis la question effectivement que le but de la science, c'est quand même d'explorer l'inexploré, et donc c'est aussi de partir dans l'inconnu et de prendre des risques. Donc si on prend moins de risques, est-ce qu'en fait on risque pas de ralentir les progrès de la science? Donc ça c'est une première question. Est-ce que en fait l'évaluation ne génère pas une opposition, une contradiction entre des... Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de système, en fait, de passer d'un système qui était le système qu'on connaissait depuis toujours et qui était un système qui cherchait une efficacité collective, à un système qui est basé sur la performance individuelle et qui serait contradictoire, ce qui serait efficace d'un côté serait inefficace de l'autre, ou sous-efficace. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que
quand on fait de l'évaluation, d'un côté, on fait du scoring des individus, donc on a vu que ça pouvait avoir une dimension contre-productive sur la dimension collective. Ça renvoie effectivement, c'est vraiment effectivement là de l'économie, ça renvoie au marché du travail, très clairement. Et puis de l'autre côté, on fait du classement des institutions. Il y a la concurrence, on dit que aujourd'hui, il y a une concurrence internationale dans la production de la connaissance scientifique. Bon, on peut s'interroger sur le pourquoi. Et donc, on passe à un niveau de concurrence institutionnelle. C'est essentiellement la concurrence institutionnelle pour attirer les bons scientifiques, pour attirer les bons financements. Et là, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de passer... Alors, je disais, on a changé de système. On serait passé d'un système qui est basé sur le collectif pour aller, même s'il y a des individus phares, mais pour aller vers l'individuel. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un modèle de la science comme activité, je dirais, pour l'honneur de l'esprit humain, pour reprendre l'expression de Dieudonné, le vrai, le grand, hein, pas l'autre, et c'est-à-dire dont le fonctionnement de laquelle n'est pas basé sur la valorisation économique. La valorisation économique peut venir en aval, mais elle n'est pas déterminante du fonctionnement, vers un système, une science qui serait soutenue, bon, et en fait le basculement en gros c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, une science qui serait soutenue, dont le moteur serait son potentiel économique. Alors tu as cité le B de l'acte qui est effectivement l'acte fondateur institutionnel qui génère ça, et effectivement aussi ce que tu mets sur le déplacement d'ailleurs des brevets académiques gérés par le privé est assez clair là-dessus. Et finalement, ça justifierait assez bien qu'on serait passé, étudier la science, on serait passé d'une sociologie de la science à une économie de la science. Voilà. Tout à fait d'accord. Mais sur la question de l'évaluation, simplement juste effectivement une information, disons, sur la communauté des bibliomètres. C'est récemment saisi de cette question. Il y avait un débat dans la communauté des bibliomètres autour de les bibliomètres doivent-ils s'intéresser à l'usage par les communautés de chercheurs de leurs statistiques, leurs indices, etc. Et donc, pour une part, et il y a eu un événement récent à l'OST là-dessus, pour une part, certains de ces bibliomètres, dans les principaux instituts de bibliométrie au monde, ont décidé de s'intéresser à cette question de la mesure, c'est-à-dire de préciser, un peu comme un manuel de Frascati, préciser comment on peut utiliser les données bibliométriques pour faire des analyses. Parce que le problème, c'est que les communautés de chercheurs se saisissent souvent de manière un peu sauvage de ces indices, en leur faisant souvent dire ce qu'ils ne veulent pas dire, et en se trompant sur leur significativité, etc. Utiliser un facteur d'impact pour allouer des financements entre différentes disciplines n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est réalisé, les gens se trompent très 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 souvent. Et donc l'évaluation par les pairs peut avoir recours aux outils bibliométriques, mais ça n'est qu'un usage. Et voilà. Donc mais sinon, je suis d'accord. Très bien.